Il y a tout juste 3 ans, la rédaction de Charlie Hebdo était frappée en senteur. En quelques minutes, les frères Kouachi semaient l'horreur et la peur en plein centre de Paris. 12 victimes au total, dont 11 dans les locaux de l'hebdomadaire satirique. Rappel des faits avec Pierre Olivier. Il est 11h30, mercredi 7 janvier 2015, lorsque 2 hommes vêtus de noir, cagoulés et armés arrivent rue Nicolas Appert. C'est dans cette rue résidentielle du 11e arrondissement de Paris que sont installés les locaux de Charlie Hebdo. Chérif et Saïd Kouachi pénètrent alors dans le hall du numéro 6 et tirent un coup de feu avant de réaliser qu'ils se sont trompés. La rédaction est au numéro 10. À l'accueil du bâtiment, les 2 frères questionnent des agents de maintenance sur la localisation exacte du journal et tuent l'un d'entre eux. Ils tombent ensuite dans l'escalier sur une dessinatrice de Charlie Hebdo qui descendait fumer une cigarette, la prennent en otage et la forcent à leur ouvrir les portes. Après une nouvelle erreur, mais d'étage cette fois, les terroristes entrent dans les locaux de l'hebdomadaire et abattent 10 personnes dans la salle de réunion et les couloirs du journal. En moins de 10 minutes, les frères Kouachi tuent 11 personnes, en blessent 4 grièvement et tirent 38 balles. Les 2 hommes ressortent de l'immeuble et montent dans une Citroën volée. Lorsqu'une patrouille de police tente de les stopper, c'est alors qu'ils abattent froidement un policier blessé couché au sol avant de prendre la fuite. Mais Pierre Olivier, les frères Kouachi seront abattus 2 jours plus tard par les forces de sécurité. Cette attaque est la première d'une vague d'attentats djihadistes en France qui ont fait 241 morts. Hier, des centaines de militants de la liberté d'expression se sont réunis à Paris pour faire vivre l'esprit Charlie. Et ce matin, le président Emmanuel Macron et la maire de Paris, Anne Hidalgo, rendront hommage aux victimes des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher 2 jours plus tard. Le djihadisme combattu sur tous les fronts en Syrie, les forces gouvernementales tentent de faire tomber le dernier bastion aux mains de la coalition djihadiste menée par l'ancienne branche d'Al-Qaïda. Hier, l'armée a annoncé avoir repris une dizaine de villages et de localités dans la province d'Idleb, au nord-ouest, à Beyrouth. Paul Ralifé. L'armée syrienne est à l'offensive depuis un mois au sud-est de la province d'Idleb, où elle grignote lentement du terrain dans le dernier fief djihadiste du pays. Les combats se déroulent sur un front de 50 km de long. Des milliers de soldats, dont des unités d'élite et des milices supplétives, équipés de dizaines de chars et de pièces d'artillerie, sont engagés dans cette offensive. L'aviation russe participe activement à la bataille, dont le premier objectif est de reprendre l'aéroport militaire d'Abu Zuhur, l'un des plus importants du pays, pris par les rebelles en 2015. Vendredi et samedi, l'armée syrienne a annoncé avoir chassé les djihadistes d'une dizaine de villages, affirmant avoir repris depuis le début de cette offensive des dizaines d'autres localités. Pour faire diversion, l'armée syrienne a attaqué samedi les rebelles dans la plaine d'Al-Rab, entre les provinces de Hama et d'Idlib. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, a déclaré que les troupes gouvernementales ont lancé une attaque éclair en traversant le fleuve de l'Oronte sur des ponts artificiels. Pendant ce temps, les combats se poursuivent dans la route orientale de Damas et se concentrent dans la localité de Harasta, au nord de la capitale. Selon l'OSDH, 17 civils auraient été tués samedi dans des raids aériens dans la région. La Ligue arabe contre-attaque face à Donald Trump. Réunis à Amman en Jordanie, 6 ministres des pays arabes ont annoncé hier qu'ils allaient entamer une procédure diplomatique pour convaincre l'ONU de reconnaître un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale. Tous les membres de la Ligue arabe se réuniront au cours du mois, mais aucun calendrier précis n'a été évoqué. Cette réunion intervient donc en réponse à la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donald Trump pourrait en faire sa devise. Le président américain a répondu hier à ses détracteurs qui mettent en cause ses capacités intellectuelles suite à la sortie du livre Fire and Fury, dans lequel l'auteur Michael Wolff le décrit comme un idiot. Hier, dans une série de tweets dont il a le secret, le dirigeant a retracé son parcours d'homme d'affaires à grande star de la télé jusqu'à président des États-Unis du premier coup. Je pense qu'on peut le qualifier de génie, et un génie très stable en plus, assure le dirigeant. Une manifestation massive hier au Honduras. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues de San Pedro Sula, la deuxième ville du pays, pour contester une fois encore la réélection de Juan Orlando Hernández à la tête du pays. Hier, le tribunal suprême a rejeté les derniers recours déposés par l'opposition, ouvrant ainsi la voie à l'investiture de Hernández le 27 janvier prochain. Mais pour l'opposition, qui dénonce des fraudes, c'est son candidat Salvatore Nasralla qui doit être déclaré vainqueur. À Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, qui fait face à une grave épidémie de choléra. 220 cas ont été recensés depuis le mois de novembre, dont 23 décès. Et la situation risque de s'aggraver avec les inondations meurtrières qu'a connues Kinshasa.
Pour contenir la maladie, l'ONG Médecins sans frontières, en collaboration avec le ministère de la Santé, construit un centre de traitement du choléra au camp Lucas, quartier considéré comme épicentre de cette épidémie. Notre correspondant Passion Ligaudier a suivi l'évolution des travaux. Malgré le soleil de plomb et les bruits du groupe électro